Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir les corrections des exercices 3, 4 et 5 du chapitre 11 sur les champs et forces électrostatiques et gravitationnelles. Tout d'abord dans l'exercice 3, donc vous allez calculer différentes forces et champs électrostatiques exercés par un proton sur un électron. Donc tout d'abord, je vous demandais de calculer les forces électrostatiques donc exercées par un proton sur un électron. Je vous rappelle la formule, la force électrostatique exercée par le proton sur l'électron, c'est la constante de Coulomb fois la charge du proton, donc petit e, fois la charge de l'électron. Attention, la charge d'un électron c'est moins e, mais comme la valeur d'une force est toujours positive, on prendra la valeur absolue. Voilà pourquoi j'ai mis des petites barres ici pour valeur absolue, divisé par la distance entre les deux au carré. Donc pour la force F1, vous aviez une distance de 3 mm, donc les calculs K, 9 fois 10 exposant moins 9. La charge d'un proton, 1,60 fois 10 moins 19. La charge d'un électron, c'est la même, sauf qu'elle est négative. Or là, bien sûr, il faut prendre la valeur positive, puisque, je vous le répète, la valeur d'une force est toujours positive. Donc fois 1,60 fois 10 exposant moins 19 également, on aurait pu mettre un au carré. 1,60, 10 moins 19. Là, j'ai choisi de réécrire les deux pour que vous ayez bien les deux valeurs de charge ici. Divisé donc par la distance qui vaut 1 mm, et il ne faut pas oublier de convertir les millimètres en mètres, puisque les distances doivent être en mètres. Le tout au carré, et donc si vous avez bien fait les conversions et bien tapé le calcul, vous trouvez que ça donne 2,3 fois 10 exposant moins 22 newtons. Donc une force électrostatique relativement faible. Si maintenant j'écarte le proton de l'électron, cette fois-ci donc les charges ne changent pas, ce qui change c'est la distance. Vous aviez 1 nanomètre, donc on n'oublie pas de le convertir en mètres, donc 10 moins 9. On trouve une force électrostatique qui est plus grande, de l'ordre de 2,3 fois 10 exposant 8 newtons. Je vous demandais par la suite de calculer donc les champs électrostatiques correspondant aux forces F1 et F2, donc les champs électrostatiques créés par le proton. Donc la formule, donc le champ, c'est la force divisée par la charge de la particule test. Donc ici, c'est l'électron, la particule test. Comme c'est la valeur du champ, il faut aussi que ce soit positif. Donc c'est pour ça que j'ai mis le moins E entre valeur absolue, entre deux barres de valeur absolue, pour bien penser qu'il faut prendre la valeur positive. Donc on peut faire le calcul. Donc les forces F1, vous l'aviez, 2,3 10 exposant moins 22. La charge d'un électron en valeur positive, 1,70 moins 19. On trouve donc un champ électrostatique de 1,4 fois 10 exposant moins 3 newtons par coulomb. On fait le même calcul pour le champ électrostatique 2, cette fois-ci donc avec des particules plus éloignées. On trouve ici que le champ est plus important puisqu'il vaut 1,4 fois 10 exposant 11 newtons par coulomb. Pour comparer ces deux champs, eh bien, on va tout faire une division, c'est la technique en physique pour comparer des valeurs. Donc si je fais E2 sur E1, donc 1,4 fois 10 exposant 11 sur 1,4 fois 10 exposant moins 3, ça vous donne 1,0 fois 10 exposant 14. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que E2 est 10 puissance 14 fois plus grand que E1. Donc on est juste passé en distance du millimètre au nanomètre, donc 10 moins 6 mètres d'écart, et on a un champ électrostatique qui est 10 puissance 14 fois plus grand pour la distance d'un nanomètre que pour la distance d'un millimètre. Donc on voit ici l'importance de la distance. Pour l'exercice 4, je vais vous demander de représenter des champs. Donc je vous donne les détails rapidement. La charge source est chargée positivement. Les charges P1, P2, P3, P4 sont des charges test qui sont chargées positivement. Et les charges M1, M2, M3, M4 sont des charges test également, mais cette fois-ci chargées négativement. Donc je vous demandais dans cet exercice de tracer les vecteurs champ et les vecteurs force, donc associés aux 8 objets test. Avant de commencer à tracer les champs et les forces, on va placer la direction de ces vecteurs, c'est-à-dire les droites qui passent par la charge test O et le centre de tout, pardon, la charge source O et le centre de tous les charges test, donc M et P. Et on va placer les vecteurs directeurs U que j'oriente de la charge source vers les charges test. Alors réfléchissons au champ. Je vous redonne la formule. Le champ, c'est la constante de Coulomb fois la charge de l'objet source divisé par la distance entre l'objet source et l'objet test au carré.
suivant bien sûr la direction du vecteur U. Donc il n'y a pas d'influence ici de la charge de l'objet test. Donc le champ va être le même que les particules soient positives ou négatives, donc en point P1, P2, P3 ou P4, ou M1, M2, M3, M4. La seule chose qu'il faut regarder, c'est savoir si le champ va être dans le même sens que U. Bien, il faut regarder le signe de ce quotient. K est positif, D est positif, Q0 va nous donner le signe. Donc O est chargé positivement, donc QO est positif, l'ensemble est positif. Donc E et U vont avoir le même sens. Donc on peut placer les différents vecteurs champs électrostatiques ici en chaque point. Donc dans le même sens que U. J'ai essayé de respecter la même taille pour chaque point. Voilà. Après, donc c'est la même taille pour tous les points M, et ça sera forcément une taille un peu différente si on veut respecter l'échelle pour les points P, puisqu'ils sont à une distance D différente. Mais là, peu importe, ce qui m'intéresse, c'est le sens et la direction. Réfléchissons maintenant aux forces. Alors pour la force, ça va dépendre bien sûr de la charge de l'objet source, évidemment, mais aussi de la charge de l'objet test. Il va donc falloir différencier les forces au point M des forces au point P. Donc commençons par la force électrostatique créée donc au point P, donc par l'objet source sur les objets P. Il faut qu'on réfléchisse au sens. Donc la force, elle est collinéaire au champ. Et après, regardons si elle est de même sens. Donc il faut regarder le signe de QP. Les objets P sont chargés positivement, donc globalement le produit sera positif. Donc vous aurez la force qui sera dans le même sens que le champ. Donc on peut les tracer au point P. Donc les vecteurs bien sûr se superposent, n'ont pas la même taille, puisqu'il y a un facteur QP entre les deux. Donc voilà, envers donc les forces électrostatiques ressenties par les points P et créées par l'objet source O. Regardons maintenant les forces électrostatiques créées donc par l'objet O sur les objets M. Donc c'est Qm fois le champ électrostatique. Donc la force électrostatique est bien collinéaire au champ électrostatique. Par contre, il faut regarder si elle a le même sens ou pas, et ça c'est le signe de Qm qui va nous indiquer ça. Qm est chargé, donc est négatif, ça veut dire que le produit de Qm fois E sera négatif, donc F et E sont collinéaires mais de sens opposé. Donc je trace ici en orange les vecteurs force électrostatique exercés par le point O sur les points M, donc bien sûr orientés en sens opposé à U. Regardons maintenant l'exercice 5, où je vous demandais de calculer une force de gravitation et un champ de gravitation à la surface de Mars. Commençons par le schéma de la situation. Donc c'est Mars qui génère le champ gravitationnel, donc la planète Mars, la planète rouge avec son centre. Ce champ s'exerce sur un petit robot qui s'appelle InSight, qui contient un sismomètre pour mesurer les mouvements internes de Mars, et la distance entre les deux qui est ici le rayon de Mars. Je vous demandais ensuite l'expression de la force gravitationnelle sans vecteur, donc pas de difficulté. La formule que vous avez déjà vue en seconde, la force gravitationnelle exercée par Mars sur InSight, donc c'est la constante de gravitation grand G, la masse de Mars grand M, la masse d'InSight petit m et le rayon de Mars au carré. Ensuite, je vous demandais de calculer cette force, donc pas de difficulté particulière au numérateur, la constante de gravitation vous était donnée. La masse de Mars vaut 6,42 fois 10 exposant 23 kg, donc pas de problème d'unité. La masse d'InSight vaut 358 kg, toujours pas de problème d'unité. Les difficultés arrivent au dénominateur, puisqu'on vous donnait le rayon de Mars, 3,40 fois 10 exposant 3 km, et il fallait penser à convertir ces kilomètres en mètres, donc rajouter fois 10 exposant 3, vous mettez le tout au carré. Et donc si vous avez fait les conversions, si vous avez bien tapé à la calculatrice, vous devez trouver une force de 1,33 fois 10 exposant 3 newtons. 3 chiffres significatifs, puisque sur chaque donnée, j'ai 3 chiffres significatifs. Pour finir, je vais vous demander de calculer le champ de gravitation créé par Mars. Donc la formule, vous la connaissez. Le champ de gravitation, c'est la force divisée par la masse de l'objet test, donc ici la masse d'InSight.
On fait le calcul, donc le champ de gravitation G, donc la force 1,3310 exposant 3, divisé par 358 kg qui est la masse insight, et vous trouvez un champ de gravitation de 3,70 newtons par kilogramme.